Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Pour moi, la difficulté et la souffrance souvent mènent à la conscience. Quand on décide de lâcher prise et de se prendre en charge. Parce qu'il y a des personnes qui s'obstinent et qui restent. Ah oui, tout le monde, en fait, on peut guérir de tout, mais tout le monde ne peut pas guérir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Nous allons découvrir le portrait tout de suite de Naïla Terki qui est installée sur les canapés, alors très confortablement installée. On a enlevé les chaussures, on est bien. Bonjour oui, Naïla. Je suis bien, bonjour. Merci infiniment d'être là. Merci. Merci. On va parler de votre histoire, on va parler de votre parcours de vie, on va parler de votre expertise, votre accompagnement, praticienne psychocorporelle, les formations que vous proposez, enfin tout ce qui est dans votre univers. Je voudrais commencer avec une phrase. Quand on prépare l'émission, on a ce qu'on appelle la fiche de prod et vous dites ceci: à l'époque, j'étais dans l'obligation et je n'étais plus du tout dans le plaisir. Ouais. Je pense qu'il y a des centaines de personnes qui nous regardent et qui doivent ressentir la même chose, cette nécessité de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir et pas obligatoirement être dans cette obligation répétitive. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. En fait, c'est le parcours de ma vie. Hein. Et c'est ce que je propose dans mon accompagnement, c'est comment se retrouver réellement pour pouvoir commencer à atteindre ce plaisir. Parce que moi, ça a débuté un petit peu comme tout le monde. On est dans les obligations, dans il faut étudier, il faut faire des études comme ci ou comme ça, il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants, il faut que des boîtes, que des... Voilà. Et en fait, pendant très longtemps... j'étais rebelle, hein, j'étais quand même une rebelle, mais finalement, avec le temps, j'ai réalisé que cette colère et cette rébellion étaient plus contre moi. Et que finalement, j'étais dans ce qu'on avait fait de moi. Ouais, hein. Vous êtes rentrée dans le moule de l'obligation. Mais je suis rentrée dans le moule. Je suis rentrée complètement dans le moule. Et puis, à un moment donné, je me suis perdue. Et je me suis complètement perdue. Et là, c'était, en fait, c'était la descente aux enfers. C'est là où on se dit, mais on n'a qu'une vie, en tout cas ici, là, maintenant, celle-là. Oui. Et qu'est-ce que je veux en faire? Et est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie? Est-ce que ça me ressemble? Qui suis-je? Est-ce que ce questionnement-là, cette prise de conscience-là, la famille était déjà construite? Les enfants étaient déjà là? Oui. Donc c'est d'autant plus difficile parce que tous les gens qui ressentent ça avec ce ras-le-bol de l'obligation et puis à un moment donné de dire quel est le sens de ma vie, ça arrive parfois à un âge où on a déjà construit des choses, où la famille est là. Donc les prises de décision auront des dommages collatéraux sur la famille. Les prises de décision sont extrêmement difficiles. C'est là où ça devient beaucoup plus complexe. Comment vous en êtes sorti? Comment vous avez fait le choix de... Alors déjà... Moi, j'ai toujours été dans cette remise en question. Je n'ai jamais été dans accepter ce qu'on me propose comme ça. Ça a toujours été, depuis que j'étais petite, j'ai toujours remis en question les choses. J'ai toujours essayé de chercher à comprendre. C'est-à-dire que quand on me disait c'est comme ça, fais les choses comme ça, je disais toujours pourquoi. Je ne cherche pas à comprendre. Si, j'ai besoin de comprendre. La pénible de service. Oui, j'étais la petite fille, un peu le vilain petit canard. Par exemple, si je devais me comparer à ma sœur à l'époque, qui était la petite fille modèle, tout était nickel, elle se tenait super bien, elle mangeait très bien avec le couteau et la fourchette, tout était nickel. Moi, c'était tout le contraire. J'aimais manger avec mes mains, j'aimais marcher pieds nus, je parlais fort, je bougeais dans tous les sens. En fait, j'étais tout ce qui ne devait pas être, et surtout de là où je viens. Donc, en plus, un peu rebelle. Et puis, très tôt, j'ai commencé avec ces questions existentielles. Pourquoi moi?
très tôt, à 6-7 ans, j'allais chez ma mère, je dis « Maman, mais je sens que j'existe, c'est moi, pourquoi moi ?» Et je me posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. Personne n'était capable de me donner des réponses. Tout ce qu'on me disait, c'était « Arrête de te poser des questions ». Alors, juste sur ce point déjà, juste sur ce point-là, lorsque une maman nous écoute là et qu'elle se retrouve face à sa petite fille de 6-7 ans qui lui pose ce genre de questions, maintenant, avec le recul de la maman que vous êtes et de la thérapeute que vous êtes, quel conseil donner à une maman qui doit répondre à une petite fille qui lui dit ça? Être à l'écoute et surtout pas la couper dans son élan. Moi, j'ai toujours été coupée dans mon élan, dans tu ne sais pas, tu es petite. Ne jamais dire à un enfant qui ne sait pas qu'il est petit, parce que les enfants savent mieux que nous. Nous, on se perd avec le temps. Moi, mes enfants, je leur dis toujours, je n'ai rien à vous apprendre, j'apprends de vous. Et c'est à travers vous que je grandis et que j'apprends. Wow, et que oui, je leur dis souvent ça. Donc ils se disent, bon, alors c'est nous qui avons le lead à la maison? Alors, pas dans la vie. Bien sûr, on est là pour structurer les enfants, on est là pour leur donner un cadre, pour les sécuriser, Mais finalement, je trouve que les parents arrachent beaucoup de choses à leurs enfants avec en fait, ils font un transfert, ils font comme une projection de leur vie, souvent, la plupart du temps. Hein. On décide déjà que notre enfant doit faire ça, doit faire ceci, doit avoir de bonnes notes, il doit faire des études brillantes, pour réussir, parce qu'on associe la réussite à ça, et à ça, et à ceci, à cela. Moi, mes enfants, tout ce que je leur dis, c'est le plus important, c'est de réussir dans votre vie. Votre vie. Dans qui vous êtes, c'est ça qui est important. Et pourtant, dans notre société, il faudra bien mettre une dimension matérielle, il faudra bien mettre une dimension professionnelle, il faudra bien mettre une dimension financière, bien etc. sûr, mais je ne suis pas contre, je suis dedans. La dimension professionnelle doit ressembler à nos enfants. Ce n'est pas nous ressembler à nous, mais moi, par exemple, je suis dans tout ce qui est la thérapie holistique. Je ne cherche pas à ce que mes enfants... deviennent aussi dans ça ou aient les mêmes croyances que moi. C'est-à-dire qu'elles peuvent complètement être différentes. Et je n'ai pas de projet pour mes enfants. Voilà, je suis là, je les accompagne, je les aime, mais je n'essaye pas de les mettre dans une espèce de boîte. Et de toute façon, la société s'en charge. Oui, déjà, je vois que quand elles rentrent déjà à l'école, ils passent 8 heures à peu près à l'école, ils sont déjà... bien mis dans des boîtes. Moi, j'entends mes filles parler des fois, je me dis, mais d'où ça vient? C'est pas moi, c'est pas mon éducation. Je sais qu'on a une partie, nous les parents, on a une part de responsabilité, mais il n'y a pas que les parents, il y a aussi le monde extérieur qui joue beaucoup sur C'est le grand débat de notre société d'aujourd'hui, Exactement. Sur l'éducation et sur le modèle d'éducation. Où commence l'éducation? Alors évidemment, certains vont dire l'éducation, c'est l'école, d'autres vont dire c'est la famille, d'autres vont dire... C'est un peu partout. En fait, c'est pas juste l'école ou la famille, c'est... Voilà, et c'est comme ça. Et pour répondre à votre question concernant le plaisir, d'où est venu, en fait, j'ai pris conscience tout doucement. En fait, ça m'a rattrapé cette fameuse question de mon enfance. Qui suis-je? Et puis, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. J'ai surtout pas envie de passer à côté de ma vie. J'ai toujours eu envie de... Je suis intense, je suis très intense. J'aime la vie, j'ai toujours aimé la vie. Même dans la difficulté, même quand j'ai eu des moments difficiles, il y a toujours eu en moi ce feu sacré, cette intensité, et qui s'éteignait avec le temps, parce que je suivais un mood, un moule, sans me rendre compte. En fait, ça nous rattrape, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Qui vous collait ça à la peau? La société? La société, l'éducation, la famille, l'épigénétique, parce que finalement, j'ai essayé toute ma vie, je me suis dit, moi, je ne ressemble pas à ma mère, je ne ressemble pas à mon père, moi, je suis différente. Vous étiez vraiment la rebelle de service. Oui, la rebelle. Et puis finalement, le jour où je me suis posée et je me suis dit, je suis exactement comme ma mère et je suis exactement comme mon père, et que j'ai accepté pleinement que j'étais aussi ces deux personnes-là, quelque chose s'est produit. Ça veut dire C'est-à-dire que je me suis abandonnée. Je n'étais plus en train de repousser mes parents, mais je les ai accueillis, acceptés. Et je me suis dit, mais en fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est eux.
Et je me rebelle, finalement, c'est même pas contre mes parents ou la société, je me rebelle contre moi-même. Voilà, et le jour où j'ai accepté, je me rappelle de ce moment où je me suis dit, mais en fait, je suis ma mère. Je fais exactement les mêmes choses. À quel moment j'ai choisi d'être maman? Je me rappelle pas. Je l'ai fait par automatisme. Maintenant, j'ai 3 enfants magnifiques que j'adore et je suis très heureuse de les avoir et c'est le plus beau cadeau. Est-ce que je l'ai vraiment choisi? Je comprends bien que vous enchaîniez tout de suite derrière en disant c'est le plus beau cadeau, je les aime, ce sont mes enfants. Mais la première partie de votre phrase, elle est importante. Elle est terrible, la première partie de votre phrase. Bien sûr. J'ai eu des enfants parce qu'il fallait, quoi. En fait, j'ai eu des enfants parce que j'ai appris comme ça. Je l'ai appris que, voilà. Et à un moment donné, je me suis remise en question. C'est très dur de se poser des questions comme ça. C'est très, très difficile parce que... Mais c'est dans les questions difficiles qu'on grandit. Parce que quand on trouve les réponses, on avance. Et je me suis dit, mais est-ce que à quel moment j'ai décidé... Et puis, être en couple, est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me ressemble? Ou je fais un peu comme tout le monde? En fait, j'ai réalisé que tout ce que j'ai fait, c'était pas moi. Et c'est quelle période, ça? C'était il y a 8 ans, à peu près. Il y a un déclencheur qui a fait ça? En fait, ça y est, je suis arrivée à un stade où je commençais à me perdre. De plus en plus, je me perdais jusqu'à ce que j'ai eu une dépression. Une dépression, qui n'a pas duré. C'était quelque chose de très fort qui s'est produit où je sentais que je commençais à être épuisée, à ne plus être présente, à ne plus être, je n'avais plus goût à rien en fait. Plus rien ne m'intéressait à l'extrême. Mes enfants étaient toutes petites et je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose. Et il y a personne qui peut m'aider. Il n'y a que moi qui peut m'aider. Alors que dans ces moments-là, on a besoin de l'autre, des autres, sans doute, non? Bien sûr. Oui, mais moi, à ce moment-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui se répétait constamment, qui revenait, cyclique, qui revenait. Et puis, même si j'allais vers les autres, je voyais bien qu'ils pouvaient rien faire. Et à un moment donné, personne ne peut rien pour nous, surtout notre entourage, parce que les gens sont que dans les projections. Les gens, ils vont vous donner des conseils qui leur ressemblent, avec leurs croyances. Eh oui. Moi, je ne voulais pas entendre ça. Je voulais quelque chose de plus objectif et de plus... Et je n'avais pas ça. Ma mère n'était pas objective, mon ex-mari n'était pas objectif, parce que quand j'ai transformé ma vie, tout s'est transformé. Oui, tout explose. Tout a explosé. C'est comme on dit, all my whole life fall down. C'est ça. Tout s'écroule. Tout s'est écroulé. Il n'y avait plus rien. C'est un reset total. Un reset total redémarrer et redémarrer. Et j'avais cette visualisation constante de voir que c'était un chantier. Et je me suis dit, maintenant je vais construire mon château. Et ce château, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça me ressemble. Et quand j'ai construit ce château, j'adore y être seule et très bien. C'est-à-dire, avant, j'avais très peur d'être seule. J'étais toujours en compagnie des gens. Il fallait qu'il y ait des amis, des gens. Il y a 10 ans, j'étais très... Maintenant, j'adore me retrouver seule. J'adore. C'est des moments... c'est là où je me retrouve. C'est là où je me ressource.
autant il y a beaucoup de gens évidemment qui comprennent et qui vont comprendre votre parcours, et on va voir de quelle manière effectivement vous avez pu avancer, cheminer pour construire votre château, comme vous le dites, pierre par pierre. Mais la prise de conscience, beaucoup de gens l'ont. La deuxième étape, c'est évidemment la transformation. Vous le disiez, le côté tout a explosé et tout s'écroule. Et puis la troisième étape, c'est la reconstruction. Qui vous a aidé à ce moment-là? Parce que vous ne pouvez pas dire « je me suis construite toute seule, je me suis faite toute seule ». Non, on ne se construit pas tout seul. On a besoin de thérapeutes, on a besoin de mentors, on a besoin de guides, on a besoin, ça c'est évident, parce qu'on a besoin d'outils. Après, on a notre part de responsabilité, hein, parce que une prise en main, moi je le vois maintenant que j'accompagne des personnes, des femmes surtout, très peu d'hommes, mais beaucoup plus de femmes, parce que je ne sais pas pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes qui se prennent en charge, mais c'est très bien, ça viendra peut-être un jour. On nous donne des clés. Après, c'est à nous de faire le chemin. En fait, qui m'a aidée? Je suis arrivée à un stade où moi, j'avais un rêve quand j'étais petite, c'était de partir dans l'Himalaya et de faire du yoga. J'étais jeune à l'époque, c'était il y a 30 ans, 35 ans de cela. J'ai vu une émission qui m'a bouleversée sur Arte, qui parlait des maîtres yogis en Inde, dans les montagnes. J'étais jeune, j'avais 11-12 ans, je regardais ça avec des grands yeux. Il y avait un appel, quelque chose m'a dit que... Wow. Je ne sais pas. Et c'est resté quelque part dans ma tête. Et à l'époque, on ne parlait même pas de yoga, hein, on ne parlait même pas de ça. Hein. C'était... Enfin, il n'y avait pas, quoi. C'est pas comme maintenant. Hein. C'est devenu normal. Et puis, bon, j'ai laissé quelque part dans ma tête. Je savais, mais je l'ai mis. C'était une intention quelque part dans ma tête. Je savais que ça existait, ça m'appelait. Puis avec le temps, je suis partie vivre aux États-Unis suite à un effondrement de ma vie. En fait, j'ai eu plusieurs vies dans une vie, parce qu'il y a eu déjà un premier effondrement. Par la dépression? Non, c'était bien avant, à 25 ans, c'était bien avant. Donc j'ai eu un premier effondrement, et je n'avais pas compris la leçon, même si j'avais grandi, mais je n'avais pas vraiment compris la leçon. Je pars, et là je me dis, aux États-Unis, c'est sûr que je vais trouver le yoga. C'est sûr que je vais commencer un chemin et que ça va le faire. Et là, effectivement, je pars et je rencontre une maître extraordinaire qui m'a initiée dans le Hatha Yoga, le yoga traditionnel. Et ça a commencé à faire des choses extraordinaires en moi. D'accord ? Donc, j'ai commencé à me mettre sur un chemin. Quelque temps plus tard, cette personne s'en va et puis moi, je pars, je quitte, je me marie. Je commence à faire des enfants et puis je ne trouvais pas, ici en France, une prof, un maître, comme j'avais rencontré. Et donc, j'avais beaucoup de mal et c'est là où j'ai commencé ma descente aux enfers. Voilà, où j'ai commencé à dégringoler et où je me suis retrouvée, comme toutes les mamans, avec 3 enfants en bas âge. 3 filles en plus, c'est ça? 3 filles. C'est beau. Magnifiques, elles sont magnifiques, elles ont grandi depuis. Mais à l'époque, il y avait une réalité, c'était pas aussi beau. Hein. Je voyais pas ça beau. Je me disais, non, j'étais pas solo, j'étais mariée. Vous étiez mariée, oui, d'accord. J'étais mariée, j'avais encore pas pris de décision. D'accord. Sauf que j'étais maman solo parce que tout était sur moi. J'étais mariée à un homme d'affaires qui était extrêmement pris tout le temps, jamais présent. Donc, c'est moi qui portais tout, c'est moi qui faisais tout. Je suis arrivée dans un pays où il y a beaucoup d'administration. Moi, j'ai la phobie de l'administration et je me retrouvais avec plein de papiers, plein de choses, les enfants, blablabla. Nous sommes en France. Et je m'éloignais de plus en plus et de plus en plus de moi, épuisée jusqu'au moment où, bim. Tout tombe, ouais. Voilà, tout tombe. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Quel exemple je suis en train de donner à mes filles? En fait, c'est bien beau de dire aux enfants, fais, sois heureuse, tatati, tatata, des blabla, mais finalement, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis sur ma voie? Les enfants, ils savent tout, ils sentent. On ne peut pas leur mentir. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas sourire à un enfant alors qu'on est anéanti à l'intérieur de soi. Et ils sont profondément, en tout cas moi, mes filles, et je suis sûre qu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent et qui vont se dire, oui, mes filles sont très connectées à moi. Hein. J'ai pas besoin de parler, elles peuvent venir me dire, maman, ça va? Ou, tu vois, elles savent. Bien sûr. Elles savent.
Et donc, là, j'ai pris la décision de partir. De partir en Inde. Dans l'Himalaya, m'enfermer dans un ashram. Ça a été une décision très difficile, mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais voir un psychologue avec qui je vais parler. Parce que mon entourage n'était pas très objectif. On me disait, non, mais ça va pas, non, mais tu es folle. C'est quoi cette histoire? Tu vas partir, tu vas laisser des enfants en bas âge, non, mais tu as perdu la tête. Mais oui, mais si je pars pas, je vais mourir. Je meurs. Alors, soit je meurs réellement, soit je suis morte déjà à l'intérieur. En fait, exactement. La mort, elle est pire quand elle est à l'intérieur. Quand on est un zombie, en fait, finalement. On est dans l'automatisme, on est là que pour les autres, mais pas pour soi. Il n'y a rien pour moi, mais tout est pour les autres. Et c'est là où je me suis dit, mais non, mais moi, je vais partir. Je pars parce que en partant, il y a une chance pour, non seulement je vais me sauver à moi, mais c'est là où je vais pouvoir sauver mes enfants. Je vais donner un exemple. Et si moi, je suis sauvée, et ça, j'ai pris conscience de ça, si moi, ça va pour moi, si moi, je passe de l'autre côté, c'est là où je vais pouvoir voir plus clair, je vais pouvoir tirer demain si j'ai ma fille qui a besoin de moi ou qui a besoin d'aide. Voilà, mais sinon, je ne peux rien pour personne, ni pour moi, ni pour les autres. C'est du leurre, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman, d'essayer d'aider les autres alors que toi, tu es encore pire. Hein. Ça n'a pas de sens. La difficulté, c'est que vous êtes très fusionnel avec vos enfants. Ah oui. Donc... Alors, fusionnel, moi, je ne suis pas trop dans la fusion, mais je suis proche, très proche de mes enfants. Je sens, je ressens. Elles n'ont pas besoin de parler. Mon bébé, quand elle était petite, je pense comme toutes les mamans, je suis très instinctive, hein, très, très dans l'instinct. J'ai un côté... ouais. Lionne. Voilà. On va dire lionne ou louve. Oui, louve, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et je sens, en fait, je peux sentir que ma fille, quand elle était bébé, elle parlait pas, elle pleurait, je savais si c'était ça ou ça. Et c'était ça, je ne me trompais pas. Donc vous partez? Je pars. Combien de temps? Je pars 3 mois. Donc les 3 mois, les petites, elles sont chez leurs grands-parents? Elles partent chez les grands-parents au Liban. Il y avait une nounou et le papa qui étaient là. Et je pars. Mais c'était un... Déchirement, j'imagine, non? C'est-à-dire que... En fait, non, mais le plus compliqué, ce qui doit être compliqué, c'est de se dire que vous ressentez intrinsèquement, au plus profond de votre âme, qu'il est nécessaire de partir. Ouais. Et en même temps, il y a vos enfants. Et que c'est aussi un déchirement que de les laisser, peut-être. C'était un déchirement, mais c'était surtout une fuite. Parce que le déchirement, je ne l'ai pas senti en partant. Je l'ai senti quand j'étais dans le ashram, enfermée et coupée du monde. Aïe. Parce qu'on est coupé. Oui. C'est-à-dire qu'on rentre, on ne sort plus, il n'y a plus de téléphone, on n'a plus de contact avec le monde extérieur. Pendant 3 mois? Là où j'ai été. Oui, wow. pendant à peu près... la première fois, c'était 3 semaines. Mais c'est les 3 premières semaines qui ont fait que j'ai switché. Après, ça y est, on nous remet le téléphone, mais je continuais mon chemin. Vous saviez ça, que pendant les 3 premières semaines avant de partir, il y aura 0 contact. Donc vous avez préparé vos filles quand même pour leur dire, on va pas se parler. Celles que j'ai pu préparer, parce qu'il y a celles qui étaient très petites. Oui. Mais quand même, j'ai préparé, je l'ai dit. Et quand j'avais vu le psychologue avant de partir, je parlais de mon état, il m'a dit, vous savez, vous pouvez être... Et ça m'a marqué. Vous pouvez être présente physiquement avec vos enfants et être très loin. Et j'ai trouvé ça tellement juste. Comme vous pouvez être très très loin et physiquement. Et comme vous pouvez être très loin physiquement, mais être très proche à l'un. Et en fait, ça a été la phrase qui a fait que j'ai sauté. Parce que en partant, j'étais dans un état de fuite. Je fuyais. Je fuyais toute cette vie. Je fuyais la maternité, je fuyais l'épouse que j'étais, je fuyais tout ce que je faisais, je fuyais. En fait, je voulais fuir ce passé, je voulais aller quelque part pour faire un reset. Un reset. Voilà, je voulais me retrouver parce que j'étais perdue, j'étais complètement perdue, j'étais au bout. Et c'est très, très difficile de parler de ça. Maintenant, c'est devenu un peu normal parce que j'en parle. Mais sur le coup, c'était extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il fallait prendre cette décision. Non seulement il faut prendre la décision, et puis vous devez vous heurter au reste de la famille. Oui, mais je n'écoutais pas. Parce que personne ne pouvait savoir ce que je ressentais. Donc pour moi, le plus important, c'était moi.
ça y est, Bon. je devais me prendre en charge. Vous restez 3 semaines, donc... Je pars et c'est là où la réalité me rattrape, en fait. Donc, je pars, première semaine, ça se passe. En fait, on arrive, on est coupé de tout. J'étais avec les maîtres yogis, les maîtres... Mais quand on connaît les yogis, c'est pas des petits joueurs, hein, c'est des personnes qui connaissent bien la nature humaine, l'ego. Ils sont extrêmement rodés et très disciplinés, très dans la rigueur, la discipline. C'est très, très, très fort. C'est pas avec eux, ça, on joue pas. Hein. Et j'y vais, j'étais prête. Ça y est, j'étais partie, j'avais enlevé tout le masque, tout. En fait, j'étais un peu... Voilà. J'arrive, je rentre et je me pose. J'étais cette élève assidue du maître, toujours au premier rang, toujours à écouter tous mes sens, en fait. Je buvais ses paroles, je prenais, je notais, j'étais toujours là, présente. Et puis, on avait fait pendant les 3 semaines le silence. Donc, on était 3 semaines dans le silence où on n'avait pas le droit de parler, ni de regarder les gens dans les yeux, ni de sourire, rien du tout. Ce qu'on appelle le vipassana. Ouais. Et on faisait 10 heures de yoga par jour. Donc, on se réveillait à 4h30 du matin, on avait la cloche, 4h30, de 4h30 du matin jusqu'à 19h, avec des pauses ou de la méditation entre deux. On avait 10 heures de yoga par jour en tout. C'était... Mais du yoga thérapeutique. Hein. C'est du yoga où on rentre vraiment en profondeur pour déjà réparer le corps, parce que c'est ce que je fais d'ailleurs. Et réparer le corps, mon corps était très abîmé, parce que mon corps a appartenu aussi à 3 enfants. Donc 3 enfants, je portais 3 enfants. Je ne me prenais pas en main. Donc j'étais très abîmée. Des problèmes de dos que j'avais depuis déjà à l'âge de 20 ans. Hein. J'avais commencé avec des problèmes de sciatique sévères, problèmes de dos. Je marchais des fois avec la canne, je bloquais du dos très très tôt. Et donc il fallait réparer mon corps. Donc ça commençait par la matière, par le corps physique. Puis quand on touche le corps, on commence à toucher à d'autres corps. Et surtout dans le yoga, avec des techniques de respiration, avec les méditations. Donc on commence à pénétrer d'autres dimensions, d'autres corps. Et puis là, je me rappelle de la première semaine, parce que Extinction des Feux... terminé à 21h, tout est éteint, on est dans nos chambres. Et là, un fameux soir, et je me rappelle que c'était la pleine lune, la réalité me saute aux yeux. Ouais, me saute aux yeux. Et là, je me dis, mais l'ego, quel genre de maman tu es? Quel genre de maman tu es? Ça a été waouh. Et à ce moment-là, où tu es dans un ashram qui est au fin fond de l'Himalaya, c'est-à-dire que tu sors, tu n'as même pas de chemin, tu ne peux pas partir, il n'y a pas de village, on est coupé. C'est quelque chose qui est au milieu de la jungle. Et pas de téléphone, coupé du monde, loin de mes enfants, loin de tout, face à la réalité, cette réalité du moment. Et je me dis, la première pensée qui arrive, parasite, ce qu'on appelle la pensée parasite, qui me met dans un état, là, quel genre de maman tu es? Je commence à me raconter une histoire. Quel genre de maman tu es? Et si tes enfants, ils ont quoi que ce soit, je ne vais même pas pouvoir le savoir. Et si, le fameux « et si » qui détruit toutes les personnes qui maintenant viennent me voir et qui se racontent une histoire qui fait qu'ils angoissent, qu'ils ne dorment pas la nuit, qu'ils ont des problèmes de dos. Et là, je rentre dans un état d'angoisse, un état... J'étouffais. Je n'arrivais même pas à respirer, j'étais dans le noir. J'étais comme un drogué, vous savez, qui est en manque de sa drogue. Je me suis retrouvée par terre, en train de trembler. Je ne sais pas pourquoi mon corps tremblait comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû faire une montée de Kundalini. Parce que c'est après, avec le temps, que j'ai compris les process et tout. Je tremblais et j'avais envie de fuir, j'avais envie de partir, mais je ne savais plus comment. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée un peu enfermée. Et c'est dans cet enfermement et cette souffrance où quelque chose s'est produit. Parce que vous parlez de souffrance. À ce moment-là, ouais. J'étais en train de souffrir. Il y avait quelque chose qui était en train de naître. Quelque chose était en train de naître. Je tremblais parce que je vivais
une angoisse énorme. Et puis, je n'avais plus de solution. Et je me rappelle que le maître avait dit, la veille, si vous vous sentez mal, on n'avait rien, on ne pouvait ni lire, ni rien du tout, ni communiquer, rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est écrire. Et là, je marche à 4 pattes, j'arrivais même pas à me lever, je marche à 4 pattes dans le noir, et puis j'entendais tous les bruits de, tu sais, les bruits de jungle qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, les énormes qui devenaient de plus en plus forts, tout devenait de plus en plus fort, et je prends une feuille et un stylo et je commence à écrire, mais d'une façon, c'était pas moi qui écrivais, mais j'écrivais, j'ai dû écrire 10, 15 feuilles. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, j'ai vu. En fait, j'ai ressenti comme une espèce de déconnexion, comme si j'ai vu cet ego. J'ai vu ce mental qui a créé, et j'ai commencé à déconstruire jusqu'à arriver à la première pensée qui a créé mon état. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris. J'ai compris, il y a eu quelque chose qui s'est produit, où je me suis dit, et je me suis calmée. Et depuis cette soirée-là, je n'étais plus la même. Le lendemain, je suis allée faire mon cours de yoga, je n'étais plus la même. Je n'étais plus dans la critique, alors qu'au début, je critiquais toujours, au fond de moi, le maître, hein, pourquoi il parle comme ça, pourquoi pas si comme si, il a l'air d'être là. J'étais l'élève assidu, dans l'accueil, et complètement dedans, et j'avais compris qu'en fait, on se raconte des histoires. J'avais compris qu'on avait un fou. On a un fou qui est là, qui nous parle toute la journée, et qu'on prend, et le pire, c'est qu'on le prend au sérieux, et on bâtit notre vie par ce qu'il nous raconte, et que c'est pas la réalité. Sous son influence. Et que la réalité, elle est tout autre, en fait. On est influencé par un fou, constamment. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, j'ai compris, basta. Et plus jamais, depuis ce moment, depuis ce jour, je n'ai écouté ce fou. En fait, il est à sa place. J'aime bien dire que c'est le fou parce que c'est un fou qui n'arrête pas, qui se raconte plein d'histoires. Mais c'est incroyable. Votre témoignage est incroyable. Ça arrive au bout de quoi, une semaine? Ça arrive au bout d'une semaine. Mais il reste 2 mois, 3 mois. J'ai vécu la plus belle expérience après. C'était, je m'élevais. Et le jour où je devais rentrer, je vais encore peut-être vous étonner, le jour où et je savais que je devais rentrer, parce que j'ai des enfants. Bien sûr. Parce que si j'avais pas des enfants, je serais restée. J'aurais peut-être même laissé mon mari à l'époque, mais je serais restée, j'aurais tout plaqué. Je devais rentrer, rien ne me ressemblait. La seule chose que j'ai laissée, c'était mes enfants. Donc, le jour où je devais rentrer, la veille, j'ai fait une éruption cutanée. Et je me rappelle, quand le maître avait vu ça, il m'a dit « Something burn inside of you ». Quelque chose brûle en vous. Quelque chose brûle en vous. Et ce qui brûlait à l'intérieur de moi, c'était mon retour à Paris. J'avais pas envie. J'avais pas envie de revenir. En fait, j'avais envie, de quitter le ashram, mais je savais que, en fait, c'était pas Paris, c'était le monde qui m'attendait. Et en revenant à Paris, je me suis dit, maintenant, je vais commencer à mettre des actions. Et des actions différentes, des choses qui me ressemblent. Donc, j'ai continué pendant 2 ans à avoir un rituel extrêmement puissant tous les matins. Pendant 2 ans, 4h30 du matin, je travaillais sur moi pendant 2 heures tous les matins. Je me réveillais avant tout le monde. Mon seul et unique objectif, c'était moi. Il fallait que je m'en sorte. Et j'étais déjà bien quand je suis rentrée. J'étais super bien. Et tout a commencé à changer. C'est-à-dire que mon entourage a commencé à changer. Des personnes ont commencé à se retirer de moi parce qu'elles ne me reconnaissaient plus. Oui, elle est bizarre. Et vos enfants? Mes enfants, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé avec mes enfants. Parce qu'après les 3 semaines, on est revenu en contact
Donc, ils avaient... Et puis, c'est vrai qu'ils les avaient super bien occupées quand elles étaient au Liban. C'était les vacances. Pendant 2 mois, elles étaient en vacances. Voilà. Il y avait les cousins, il y avait la fête. Donc, en fait, il y avait des moments quand je les appelais, à ce point, c'est-à-dire quand j'appelais pour parler avec elles, ça les embêtait plus. Oui, elle me parlait, oui maman, je dois aller jouer. Oui, voilà, je disais, bah, vas-y, ok ma chérie. Je me disais, super, merci, God is with me. Ça veut dire que c'est super. Donc vous aviez quand même choisi votre moment pour y aller là-bas. Oui. Ah oui, bien sûr. Pour qu'elle soit pendant les vacances. Ah oui, bien sûr. J'ai quand même ficelé le truc pour faire le moins de dégâts possible. Ok. Je dis pas que les gens doivent faire ça. Est-ce que vous mais moi, c'est mon parcours. Hein. Maman, tu as changé? Non, elle, non. Mais maintenant, je suis un exemple pour elle. Mes filles, elles me le disent tous les jours. Me le disent. Vous étiez dans le marketing, dans le monde de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en revenant alors? Parce que là, vous ne pouvez pas retourner d'où vous venez. Non, en fait, j'étais dans le marketing au début quand j'ai fini mes études. J'étais dans le marketing, j'ai fait des études en marketing. J'étais cadre commercial dans une entreprise et je mourais à petit feu dans cette entreprise parce que c'était tout sauf moi. Je ne suis pas comme ça. Moi, c'est le contact, moi, c'est l'humain. Moi, c'est ça qui me fascine. J'adore l'humain. Depuis que j'étais jeune, j'ai toujours été fascinée par l'humain, par la psychologie. Et puis, je suis allée beaucoup plus loin que ça, parce que maintenant, c'est la psychologie du corps qui est... Waouh, quand on s'intéresse au corps, c'est énorme, c'est infini. Parce qu'il n'y a pas que le corps mental. Il y a le corps physique, le corps mental, énergétique, spirituel. Il y a tous ces corps-là, émotionnels, qui est énorme. Éthérique, voilà. Donc, en fait, quand on commence... J'étais là dans le marketing et puis bon, je m'ennuyais, je ne supportais plus. Mais là, à l'époque, hein, c'était avant même que je parte aux États-Unis, avant le grand départ. Et puis, bim, la vie, c'est toujours la vie. La vie qui se... Je faisais beaucoup de développement personnel à l'époque. J'avais commencé très tôt, à 17 ans. J'avais commencé à 25 ans, à travailler déjà sur moi, à faire du développement personnel, méditer... Et donc, quand même, je pense que l'univers était là. Il me guidait, malgré que j'avais un ego qui voulait rester structuré. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus forte. Et c'est vrai que la vie, elle est toujours plus forte. Et quand elle tape, c'est toujours pour les bonnes raisons. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui nous attend, qui est magnifique. Et puis, je rencontre un homme. Alors que je voulais quitter l'entreprise, mais en même temps, j'étais trop safe. J'étais en sécurité dans cette entreprise, donc j'avais peur. Et puis, je rencontre un homme qui fait que je plaque tout. Et je plaque mon entreprise, je plaque tout. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, je le quitte le jour du mariage. Ouais. Mais j'avais plaqué ma boîte. Donc, c'est là où je me suis retrouvée sans rien. Sans boulot, sans rêve de petite fille, donc l'homme idéal. Parce que cet homme, on s'est mariés au bout de 8 mois, mais j'avais dit oui 1 mois après. À cette époque-là, j'avais 25 ans, j'étais jeune, je croyais encore dans des choses. En fait, j'étais que dans des projections. Et puis, j'étais tombée sur un homme avec qui je ne devais pas être. Mais j'étais jeune, j'avais 25 ans, et il me dépassait de 17 ans. Et voilà, c'était pour moi l'homme parfait jusqu'au moment où je prends conscience que j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est comme ça que j'ai tout plaqué et que je suis partie aux États-Unis. Quand vous revenez de cette période d'Himalaya dans l'ashram, qu'est-ce que vous allez faire alors? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ben, je suis rentrée. J'ai commencé à faire mes rituels, comme je vous ai dit. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et à former, à donner des cours de yoga. Voilà. J'étais dans le conseil en images, parce que quand j'étais arrivée en France, je travaillais toujours avec l'humain. Donc j'avais commencé avec le conseil en images. J'aime beaucoup tout ce qui touche au féminin, à la beauté, voilà, tout ce qui est... parce que, qu'on le veuille ou non, l'extérieur impacte aussi sur l'intérieur. Et l'intérieur impacte l'extérieur. En fait, il n'y a pas de... Il ne faut pas dissocier, il ne faut pas se dire non, il n'y a que l'intérieur. Il n'y a pas que... Il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. Et puis l'extérieur révèle l'intérieur et vice-versa. On peut regarder quelqu'un de par les choix de ses vêtements et puis
peut-être mieux le comprendre et comprendre son univers à travers un choix, une couleur. Si on met du sombre, c'est pas que quand on met du clair, etc., etc. Donc ça me fascinait. Et donc j'étais dans le conseil en images, j'avais repris mon activité de conseil en images, sauf que là, j'avais rajouté la yoga thérapie. Et puis, ça donnait tellement de résultats que ça a pris toute la place, tout l'espace, en fait. Je ne pouvais même plus exercer le conseil en images, puisque le yoga, quand j'avais démarré, je me disais, je vais mettre en place juste une classe. Puis au bout d'un mois, c'était 2, 3, 4 classes, 5 classes, puis la salle commençait à grandir. En fait, quand c'est pour vous, ça y est, quand on est aligné, c'est terminé. En fait, on ne peut plus... Et c'est comme ça que c'est parti. Ça a commencé avec la yoga thérapie. Les résultats commençaient à être de plus en plus présents. Les personnes, je commençais à travailler avec les médecins, les kinés, les ostéos. Les gens commençaient à aller mieux. Des personnes qui devaient se faire opérer du dos, ils ne se font plus opérer. Des choses incroyables commençaient à se mettre en place. Puis moi, je commence à m'intéresser de plus en plus aux différents corps. Donc, je me forme aussi au breathwork. Le breathwork qui est une méthode assez particulière que j'ai enrichie par la suite. Et donc, j'ai créé ma méthode, la méthode Ninayam. Et donc, cette méthode Ninayam est extrêmement complète c'est une approche thérapeutique qui va travailler toutes les dimensions de l'être. Et je me suis formée à l'hypnose, au PNL, à différents outils de thérapie moderne et ancestrale, parce que j'ai continué mes voyages, les rencontres avec des maîtres. Je suis beaucoup dans tout ce qui est ancestral, énormément. Après, il faut moderniser un petit peu, parce que si on parle le langage des gens qui sont dans l'Himalaya ou qui sont ici en Occident, ça passe pas. C'est pour ça que j'avais choisi la PNL, parce que c'est aussi parler le langage des Occidentaux pour qu'on puisse faire passer le message. Et puis, plus on fluidifie le message, plus on fait passer le message, et plus on va avoir des résultats. Et c'est pour ça que maintenant, je forme maintenant. Donc j'ai créé une académie, l'Académie Ninayam, et on forme des professionnels à la méthode, que ce soit la méthode Ninayam du yoga thérapie ou le breathwork, que ce soit en francophonie ou à l'international. Voilà, parce que je bouge beaucoup aussi. Et puis, c'est magnifique parce que je ne travaille pas. Je travaille pas. Moi, je suis vivante quand je travaille. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Et c'est ce que j'ai envie. C'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me suivent sur les réseaux. Vous êtes unique. Vous avez une voix. Vous êtes là pour quelque chose. Vous avez une force extraordinaire que vous ne connaissez pas. Et pour connaître ces forces, il faut s'intéresser à toutes ces difficultés, à toutes ces douleurs, à toutes ces catastrophes qui nous arrivent dans la vie, parce que c'est avec ça, avec tout ça qu'on arrive à se connaître et à... Est-ce que ça veut dire que vous êtes adepte du... Certains ne le sont pas, mais beaucoup disent il faut souffrir pour grandir. Ouais, souvent. En tout cas, ça a été mon cas. Ça a toujours été dans la douleur, parce que des fois, ce qui se passe quand on souffre, on n'a plus le choix. Quand on n'a plus le choix, il faut trouver une solution. C'est à ce moment-là où l'âme peut avoir une espèce d'expansion, une expansion. Elle peut se faire, un peu ce qui s'est passé dans le ashram, un peu ce que Nelson Mandela a vécu dans son petit cachot d'1,50 m. Quand on est enfermé, on fait 1,80 m, on est dans un 1,50 m et que tout est enfermé et qu'on est dans une souffrance intense. Alors vous imaginez, il suffit d'être claustrophobe, imaginez ce qui peut se passer. Il y a 2 cas de figure, soit on devient fou, soit il y a un truc qui va se passer et on va... Et lui expliquait très très bien à quel point il pouvait partir. Exactement, parce que on va dépasser... c'est là où il y a une expansion de la conscience qui se fait. Souvent dans la souffrance, il y a des gens dans la maladie grandissent énormément. Moi, j'ai vu des personnes malades qui ont pu... qui me disent après, grâce à cette maladie, j'ai pu. Sans cette maladie, jamais je n'aurais été là où je suis. Et j'ai tellement de personnes.
j'accompagne tellement de personnes qui sont malades et qui ont des... Et quand on parle de maladies, on parle de différentes maladies, toutes les maladies confondues, parce que même une dépression, c'est une maladie. Hein. Ça peut être une dépression, ça peut être des gens qui ont... même des cancers. Même des cancers, tout type de maladie. Il y a un message derrière la maladie. Le maladie, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vient dire de nous et qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur nous? Et tant qu'on reste dans la victimisation et dans je me dissocie, je n'épouse pas la maladie, c'est comme un ennemi. La maladie est un ennemi. Quand on parle de maladie, on parle aussi des difficultés, des expériences douloureuses. Hein, c'est pareil. Tant qu'on reste dans cette... On repousse, tant qu'on... on n'avance pas. Vous parliez de ce fou que vous aviez sur l'épaule, là, comme ça, et beaucoup disent... Il y a le diablotin, on le visualise souvent comme ça, en se disant, tiens, le petit diable qui est là, etc. Qui raconte des histoires. Il revient de temps en temps? Oui, mais je ne le prends pas au sérieux. Non, je ne prends aucune décision à partir de ce diable. Le diable, c'est bizarre de dire le diable, mais parce qu'il n'y a pas de diable, mais l'ego, c'est-à-dire la structure, comment on nous a structuré, le personnage. En fait, Naila Terki, c'est qui? C'est un personnage. Hein, de toutes pièces. C'est mon papa, ma maman, la société, l'Algérie, maintenant la France, un petit peu les États-Unis, l'Inde. En fait, c'est un personnage. Quand on se dissocie du personnage et qu'on va dans notre essence, on rentre à l'intérieur de soi et on va à la source. Quand on s'accroche, on est là, on est connecté à cette source. En fait, on n'a plus besoin d'écouter le fou. On a juste envie d'écouter notre cœur et ce que la vie nous dit chaque jour, parce que la vie nous parle tous les jours. La vie nous envoie des messages à chaque instant. Il n'y a pas un moment où on n'a pas un message. Sauf que on est blind. On est comme ça. On a une to-do list, on met des œillères et on suit une to-do list. Et en fait, tant qu'on est comme ça avec les œillères et la to-do list, on ne va pas voir ce qui se passe autour. Et puis des fois, il y a des choses qui viennent, qui vont faire que, hop, ça ne va pas le faire. Je suis en train de faire une action, et puis il y a quelque chose qui est beaucoup plus forte que moi qui va couper l'action. En fait, peut-être qu'il y a un message pour moi derrière. Peut-être que si j'accepte que j'ai raté mon vol, par exemple, c'est pour une bonne raison. Il y a une personne qui a raté son vol et c'est la seule qui aurait pu... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout est bon. Même si on a l'impression que on est en train de perdre, mais en fait, on ne perd jamais. On gagne tout le temps. C'est le fou qui nous fait croire qu'on est en train de perdre. Je vais retenir ça, le fou. Oui. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez un programme. Ce programme, il est destiné à qui? Ce n'est pas que les professionnels qui peuvent... non, ce n'est pas que les professionnels. C'est aussi les particuliers, évidemment. Oui, c'est ouais. C'est un programme en ligne? Alors, on est en train de travailler sur un programme en ligne. On est en train de préparer... du e-learning pour travailler sur les 5 dimensions de l'être, pour qu'on puisse toucher plus de monde à travers le monde, puisque j'ai beaucoup de personnes qui me suivent à travers le monde, j'ai de tout, qui me suivent et qui sont en demande. Et puis on fait du présentiel, on fait des stages et des retraites. Et là, c'est pour tout le monde. Et comme je l'ai dit au début, souvent c'est des femmes, donc j'ai une cible féminine assez des femmes qui ont 40 ans et plus la plupart du temps, qui sont mamans, un peu qui s'identifient à moi. Cette phase de transition, cette remise en question, qui je suis, est-ce que je veux... Et puis moi, cette question-là, elle a été très forte au moment où je méditais et je me disais, mais est-ce que j'ai envie que mes 40 prochaines années, si Dieu me prête vie, soient les mêmes? Et j'ai dit non. Non. En fait, je ne veux pas. Je veux pas de ça, en fait. Autant votre témoignage il est d'autant plus puissant, intense et fort que 99% des gens qui regardent et qui comprennent votre message sont souvent freinés par le fait qu'il y a la famille, il y a les enfants. Si je m'engage dans un truc, une transformation, même si je la ressens
très profondément, ça va tellement être compliqué, ça va tellement être difficile pour la structure de la famille, je vais éclabousser tout le monde avec mon histoire, et ça va. Vous êtes l'exemple même du « c'est possible avec 3 enfants ». Ouais, c'est possible avec même 10 enfants. Mais en l'occurrence, dans votre cas, il y en a 3 pour l'instant. C'est les histoires qu'on se raconte. Mais voilà, de c'est dire, ça qui est fou. C'est trop, je vais éclabousser, il y a mes enfants. C'est une histoire parce qu'on n'a pas envie d'aller et de sortir de sa zone de confort. Ou peut-être parce qu'on ne souffre pas assez. Ou peut-être parce qu'on aime ce qui est tiède. Mais dans le tiède, on va nulle part. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est pas dans le tiède, c'est dans l'intensité. C'est quand on cherche la facilité, on cherche des petits programmes, des petites choses, tout est petit, tout est moyen, tout est hein. Et puis en même temps, on veut être heureux, on veut être aligné, ça marche pas comme ça. À un moment donné, il faut prendre des décisions pour soi. À un moment donné, il faut accepter d'aller traverser. Et pour traverser, c'est une naissance, c'est une renaissance. Et un bébé qui naît, il souffre. Et une naissance est douloureuse. Et quand on fait le choix de travailler sur soi et d'aller creuser et déprogrammer les programmes et aller fouiner dans tout ce qu'on a tassé sous le tapis, ben oui, ça fait mal. Oui, ça c'est pas facile, oui. Mais c'est pour ça que c'est important de s'entourer, d'avoir une prise en charge, d'avoir un mentor en qui on a confiance, de continuer le chemin, de suivre. Moi, j'ai des personnes que je suis depuis des années maintenant, mais il faut voir l'évolution. Mais elles sont là. Je dis elles parce que c'est même ils, parce que j'ai des hommes aussi. Ils sont là, ils continuent, et puis ils évoluent sur tous les plans. Sur tous les plans de leur vie. Hein. C'est pas juste évoluer, c'est pas juste sur un seul plan. Dès lors où on évolue à l'intérieur de soi, dès lors où on va à la rencontre de qui on est, et on devient épanoui, on devient bien dans notre peau, tout s'aligne, tout commence à s'aligner. Notre rapport à nos enfants, notre rapport à notre femme ou notre épouse ou notre mari ou notre conjoint, le lien avec les autres, dans notre travail, bien sûr, il va y avoir des changements qui vont se mettre en place. C'est normal parce que les choix qu'on a faits, ce sont les choix de la personne que j'étais il y a 1 an ou il y a 10 ans. Mais une fois que tu commences à te rapprocher de qui tu es et à dire oui à ta personne, à ton être, à ta vérité, ben forcément, cet être-là, il n'est pas OK avec ses choix. Parce que ces choix-là sont des choix de l'ego, les choix du personnage, de ton père, de ta mère, de ta grand-mère, je sais pas. Vous voyez ce que Absolument. je veux dire? Mais non, mais ça me parle complètement. Vous savez, pendant que vous me parliez, j'étais en train de penser à votre famille. Et la transformation. Ma famille. Cartésienne, des médecins, pour la plupart. Jugeant, extrêmement jugeant avec tout ce monde, tout ce qui est holistique, yoga. Elle est folle. Elle a perdu la tête. Elle est folle. Ça, c'était avant de partir, mais au retour... Maintenant, si on parle de maintenant, ils sont pratiquement tous chez moi en train de se soigner. Je suis restée 2 ans pratiquement sans réel contact, réel contact. Ça s'est coupé. La vie a fait que je n'étais plus réellement en contact avec eux. Puis eux, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que finalement, ils sont revenus et les choses, la vie les a rattrapés avec des maladies, avec des drames, et puis ils ont compris que la solution n'était pas que dans la matière et que dans le 1 + 1 = 2, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et que le corps, on ne peut pas tout expliquer. Il n'y a pas une science, il y a des sciences. Il n'y a pas une science. Surtout pour des médecins. Surtout pour des médecins. Moi, j'ai grandi dans une grande famille. On était assez tribu, la grand-mère, les oncles, les tantes. Et puis, c'est très cartésien, c'est très carré, c'est très... Encore, Descartes, c'est un mystique qui était profondément connecté. Et donc, j'ai même pas envie de dire cartésien, mais plutôt matérialiste. C'est-à-dire plutôt... Puis là, ça commence
a changé à une vitesse vertigineuse. Je suis en train de regarder ma famille. Mais ça a changé parce qu'ils ont été mis face à des grosses difficultés. Et c'est pour ça que pour moi, la difficulté et la souffrance souvent mènent à la conscience. Quand on décide de lâcher prise et de se prendre en charge. Parce qu'il y a des personnes qui s'obstinent et qui restent. Ah oui, tout le monde, en fait, on peut guérir de tout, mais tout le monde ne peut pas guérir. Parce qu'il y a des personnes qui... Tout le monde s'est mis au yoga dans la famille, du coup, alors? Alors, non, pas forcément. Non, pas nécessairement. Pas forcément, mais tout le monde vient pour des thérapies psychocorporelles, pour la plupart. Je les ai eus pratiquement tous. Tous. Alors que j'étais presque la folle. Le mouton noir dans la famille. Le mouton, bon, on m'aimait bien, j'étais grande, fine, jolie, voilà, ça c'était bien, ok, mais ce que je faisais de ma vie, elle a perdu la tête. Elle n'est pas normale. Elle est à partir en Inde, puis là, avec son yoga, la tête en bas, le ceci, le cela, elle n'est pas normale. C'est sûr. C'est quoi ce cirque? C'est sûr. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Puis elle quitte un homme d'affaires qu'ils aimaient, ils adoraient, ils picolaient tous ensemble. Puis c'était la fête, picoler, l'alcool. Puis moi, je suis complètement sortie de tout ça. Donc moi, c'était la tisane. Moi, j'étais devenue ennuyeuse. C'est ça. Je connais ça. Voilà. Donc, j'intéresse personne. Je les intéressais plus. Et moi, ça m'allait parce qu'ils m'intéressaient pas du tout non plus. Parce qu'ils m'entendent là, tout va bien maintenant. Mais il y a eu une période où je sentais, même quand je partais, je sentais on sent. Bien sûr. Pas besoin de mots, on sent. Bien sûr. Donc aujourd'hui, vous formez des professionnels, voilà, vous accompagnez aussi au travers des prestations que vous proposez, et à distance aussi? En ligne, oui. J'ai des personnes que je suis en ligne. On peut faire de la yoga-thérapie en ligne? On peut, oui, mais on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ils doivent être avec moi parce que il y a certains étirements où on utilise des cordes, il y a des... Oui. Mais alors la question que je me pose, c'est pourquoi vous vous êtes senti obligé de rajouter le mot thérapie à yoga? Vous auriez pu dire yoga tout court. Alors pourquoi? En fait, la question elle est très intéressante et très intelligente. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de la guérison derrière. Les gens, quand ils arrivent avec Non, le yoga, on guérit avec le yoga, quel que soit X. Mais c'est plutôt un mot ici, pour les Occidentaux. Souvent, on me dit, pourquoi thérapie? Mais je dis, si vous avez des problèmes de dos, de hanche, cervicale, si vous avez des dépressions, si vous avez des insomnies, si vous êtes... Ce yoga-là va créer une réparation, parce que c'est un yoga de réparation. Et même si on n'a pas de soucis, on prévient. On a des techniques pour éviter les tassements de vertèbres, par exemple, pour éviter de se tasser avec l'âge. Donc en fait, les gens, moi j'ai des personnes qui arrivent, qui sont comme ça, avec le temps, elles se tiennent hyper droites, alors qu'on est censé perdre avec l'âge. Et là, il y a une... D'ailleurs, j'ai un médecin qui est chez moi depuis... j'ai pas mal de médecins, mais celui-là en particulier, qui était complètement coupé de tout ça, qui est venu chez moi parce qu'une de ses patientes, qu'il suit depuis 10 ans, il a vu qu'elle a 40 ans, là, elle a 41 ans, elle a commencé à remonter sur tous les plans, en fait, sur tous les bilans. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Elle lui a dit, mais je vous dis, docteur, depuis 1 an, je fais du yoga, vous ne m'écoutez pas. Et puis, c'est là où il lui a dit, donnez-moi la carte de cette dame. Il me contacte, il est avec moi maintenant depuis des années, il m'envoie du monde. Et il a tout réparé, en fait. Il avait des gros problèmes de dos. Il m'a dit, bon, les anti-inflammatoires, c'est bien, mais on ne peut pas les prendre à vie. J'ai tout fait, j'ai rien pu faire. Alors, il m'a dit maintenant, ce qu'il me dit tout le temps, et il dit à ses patients, c'est qu'à 50 ans, j'étais pire qu'à 70 ans. Je suis mieux à 70 ans qu'à 50 ans. C'est fou. Donc, c'est là où on prend conscience si on sait faire, on se bonifie avec l'âge. Moi, je suis beaucoup mieux à 43 ans qu'à 23 ans. Mais rien à voir sur tous les plans. Physiquement, mon corps, mon être, sur tous les plans. Je suis beaucoup mieux. Donc, je ne crois pas dans
dans cette croyance du peuple, oui, c'est normal, c'est l'âge. Non, c'est pas normal, c'est pas l'âge. C'est ce que tu fais de ton corps et de ton esprit. L'âge est une bénédiction. L'âge, c'est de la sagesse, de la maturité. C'est beau. C'est un beau... En tout cas, vous incarnez vos propos, ce qui est déjà important, et c'est pas le fait de tous. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens ici où parfois on s'installe et on discute et on ressent pas nécessairement l'incarnation du propos ou de... Vous, oui, le parcours de vie est juste incroyable. Il faut écrire. Oui, je suis en train d'écrire. Obligé. Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire. L'histoire, mais ça fuse tellement, j'ai tellement, vous savez, je suis tellement connectée, j'ai tellement d'idées, ça vient... J'écris, et je me dis un jour, ça sera posé. Ça sera posé un jour, parce que j'ai pas tout dit, hein, j'ai tellement de choses. Est-ce que vous vous êtes posé la question avant de vous installer ici? Je me suis posé quelle question? De l'intérêt de venir ici? J'aime beaucoup ce que vous proposez, et puis j'ai envie de dire au monde que les personnes qui... Parce qu'on a à peu près, je pense, que les mêmes... La même audience. Ouais, la même audience. Qu'il y a des solutions. Il y a des choses qui existent et que la connaissance existe. Elle n'est pas forcément ici en Occident, mais de l'autre côté, ils en savent des choses. Ils en savent des choses. Et les Américains l'ont bien compris. Vous savez, ils partent, ils prennent la connaissance, ils la transforment et ils la posent. Et... On en connaît quelques-uns, oui. Ouais. Vous avez envie d'y retourner, d'ailleurs, pas aux États-Unis, mais dans l'ashram? Oui, pas dans celui-là. J'aime bien changer, explorer autre chose, mais je compte y retourner peut-être l'année prochaine, cette année. C'est prévu. Non, pas 3 mois, mais je vais faire à peu près 1 mois. J'ai besoin maintenant de me reconnecter à... Petite piqûre de rappel. Oui, on va dire ça comme ça. J'ai envie de me couper de tout, en fait. J'ai une vie extrêmement... Elle va finir dans un bunker complètement enfermé avec... Il n'y a pas d'internet, pas de réseau, pas de téléphone, Oui, rien. J'ai besoin de ça, parce que je suis très prise. J'ai une vie extrêmement... dense. Oui. Je voyage énormément, je fais beaucoup de voyages professionnels, je suis sollicitée partout, tout le temps. Je travaille, j'adore ce que je fais, mais je suis là, je suis très présente dans ce que je fais. Je peux dormir et me réveiller avec un protocole pour un élève parce que le message est venu. Maintenant, je sais ce qu'il lui faut. Donc, en fait, je suis tout le temps prise par... Et il y a des suivis, donc je réponds tout le temps, les messages, les emails. Et ça, vous entendre, ça vous pèse aujourd'hui? Non, mais j'ai besoin d'une pause. Ouais, okay. J'ai besoin. Je sens que j'ai besoin... Pas là dans l'immédiat, c'est pas une fatigue, non. J'ai besoin d'une vraie pause pensée. Donc je dois tout structurer. J'ai mes enfants. Quel âge elles ont maintenant, les petites, alors? Elles ont 15 ans, 12 et 11 ans. Cette année, ils vont toutes bientôt faire ces âges-là. On est en plein dedans, quoi. Ouais. Donc j'ai besoin de tout restructurer et de partir encore pour 1 mois, mais me couper. Ça y est, plus de téléphone, plus de réseau, plus rien, juste moi et la nature, en fait. Naïla, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange que nous avons eu là? Intensité et régularité. Et surtout, croire, c'est-à-dire croire en son corps. Ne pas se dissocier du corps et rester juste en haut, dans le mental. C'est-à-dire que toutes les réponses, elles sont en nous, elles sont dans le corps. Elles sont à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aller les chercher à droite et à gauche. On les a. Il suffit de fermer les yeux. C'est vrai, si je dis ça, ils vont dire oui, fermer les yeux, c'est facile. Mais c'est là que ça se passe. C'est à l'intérieur de soi. Ça peut être sous forme d'une méditation, ça peut être une respiration. Quand on parle de respiration, il y a différentes techniques de respiration qui peuvent amener à ça. Ça peut être des acupressions, ça peut être tout plein de choses. Mais les réponses, on sait tout, on a tout à l'intérieur de nous. Il y a tout. On a un temple sacré. C'est notre ce que corps. vous disiez, le corps est un temple sacré. C'est un temple sacré.
En tout cas, merci. J'aurais rajouté un troisième mot, c'est authenticité. Authenticité, oui. Authenticité. On est d'accord. Ce qui est quand même la base, je pense. Certains prétendent l'incarner, d'autres l'incarnent réellement. Je pense que vous l'incarnez bien. Ouais. Merci. Et merci aux yogis de l'Himalaya, parce qu'ils vous ont transformé quand même, pour le coup. En tout cas, ils vous ont ouvert les portes de la transformation. Ils m'ont ouvert les portes. C'est vous qui avez bossé. Exactement. Mais exact. Ils vous ont ouvert les portes. Il y a des outils. Ouais. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai fait quelque chose, ces outils. J'étais là, j'ai pas cherché à négocier. Il y avait une phrase qui était importante, c'était « just do ». Fais et tais-toi. Ouais, c'est ça. Toi, c'était, en fait, ils étaient comme ça. C'était toi, l'occidental. Tais-toi, arrête de réfléchir. Vous et votre tête, on n'en peut plus. C'était ça, avec votre tête, on n'en peut plus. C'était just do. Faites et arrêtez de négocier. Parce que on a cet esprit, on cherche toujours tout comprendre, pourquoi, comment, blabla. Puis les yogis, c'est pas comme ça. On pose une question et il va vous regarder, il va tourner la tête. Et si on insiste, ben, c'est quoi cette question stupide? Expérimente et on discute après. Ils sont très, très... Et si ça plaît pas? La porte. La porte, c'était ça. Pack your stuff and go out. Et c'était ce que je voulais, en fait. Qu'on me... Voilà. Cadre, ouais. Ouais, parce que... Belle histoire, on attend le livre, hein, parce que là, pour le coup... Ça viendra, peut-être je reviendrai avec ce livre. Avec grand plaisir. Vous allez évidemment commenter l'émission, je sais que ça va l'être, commenter avec bienveillance, on va lire tout ça, mais on va vous mettre aussi autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec le staff de Nayla, et puis voir les différentes sessions, les différents accompagnements. Vous allez sur son site, c'est Ninayam, hein, c'est ça? Académie. Ninayam. Moi, j'ai juste le ninayam.fr. Oui, ça, c'est le site. Non, okay, ça, c'est le site, ouais. OK. Donc, ninayam.fr, il y aura évidemment toutes les infos. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ça. Merci de vous être livré comme ça. Merci de la manière dont vous avez expliqué les choses avec cette authenticité, cette sincérité-là. Merci aussi, je trouve, et je pense qu'il faut remercier vos filles. Ouais, je le fais. Parce qu'elles ont été cool. Quand même. Ils sont pas si cool que ça, attention. Hein. Mais oui, on se comprend. Je les remercie. Évidemment. J'apprends à travers elles. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Et je pense qu'il y aura un avant et un après cette émission, et notamment au travers de ceux qui sont dans ce questionnement-là, dans ce mal-être-là, et qui se disent comment faire, et qui vont se chercher évidemment 1000 excuses pour ne pas faire. Exactement. Parce que c'est confortable. C'est vrai. La victimisation est confortable. Ouais. Dit-il. Va faire du sport un peu. Allez, merci beaucoup, Nayla. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Et d'ici là, prenez soin de vous, bien entendu. Commentez, partagez. À très bientôt. Salut.